Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Répondez, levez le bras si vous m'entendez bien. Ouais, bon, d'accord. Bienvenue pour cette première séance de rentrée des conférences mensuelles de la SAF. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, là, 3 mois. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour un cycle de nouvelles conférences. Je vous rappelle les quelques événements qui se sont produits pendant ces vacances. On a enfin découvert le boson de Higgs. Mais ça, bon, vous le saviez tous, hein, depuis 2 ans, je dis que c'est... la sonde Curiosity a réussi à se poser sur Mars. La SAF y avait participé, puisque nous avons montré ça en direct au public. Il y a eu 500 courageux qui sont venus à 5 h du matin, ou 6 h du matin, pour assister à cet atterrissage. C'était formidable. Et en plus, elle fonctionne, elle commence à rouler, tous les instruments sont parfaits. Il y a 2 instruments français à bord, bravo. Et nous pleurons la mort de Neil Armstrong, celui qui a posé le premier pied sur la Lune. Il est mort de suite d'une intervention cardiaque. C'est sûrement pas bien passé. Vous voyez, même les héros meurent. Alors, avant de démarrer, je voudrais passer la parole à notre charmante secrétaire, Elisabeth Sablé. C'est son dernier mois, elle part à la retraite, elle nous quitte après des décennies de bons et loyaux services. Elle voulait vous dire quelques mots. Merci Jean-Pierre, il faut toujours qu'il en rajoute. Ça fait quand même 2 décennies, donc effectivement on peut en mettre un S et parler au pluriel. Voilà, la plupart des gens qui sont là sont des habitués, donc on se connaît bien, on se voit chaque mois pour les conférences, on se voit aussi à la SAF pour des réunions de commission. Donc le moment est venu pour moi de vous dire non pas adieu mais au revoir. Je prends ma retraite effectivement le 1er octobre. Et ce qui ne m'empêchera pas de venir à la SAF pour les réunions de commission, donner un coup de main à ma collègue qui est au fond là-bas, qui va me remplacer, donc que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer aussi bien à Meudon qu'ici. Et vous verrez, elle est tout aussi accueillante, vous aurez la même qualité de service à la SAF. Et puis, bon, quand elle aura besoin d'un coup de main, je viendrai le lui donner très volontiers. En tout cas, je voudrais vous remercier tous parce que vous avez toujours été extrêmement chaleureux. Vous avez toujours pardonné les imperfections, vous avez toujours pris tout avec sourire. Et on essaye de vous le rendre. Et en tout cas, j'ai passé 20 ans formidables à la SAF. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, bonne conférence. Voilà. Merci Elisabeth. Alors, je voulais, avant de démarrer la conférence, 2-3 petites informations. Vous savez que j'organise une visite de l'exposition Cassini le 21 septembre à 14 h. Oui, je sais, c'est un vendredi, mais tant pis. Il reste 6 places. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous m'envoyez un mail immédiatement, pardon. Vous me prévenez par mail à Cassini@Planète Astronomie et vous vous inscrivez. Donc, il reste 6 places, ça vaut le coup, c'est pas mal. Surtout qu'on aura sûrement l'occasion de monter sur le toit de l'observatoire. C'est toujours sympa de voir la coupole Arago. Alors, le calendrier. Alors, j'ai noté pour vous, il y a une série qui passe en ce moment sur France 5. Vous savez qu'à la télévision française, il n'y a pas beaucoup d'actualités ou d'informations techniques et astronomiques encore moins. Il n'y a qu'une seule chaîne, il y a 2 chaînes qui font ça généralement, c'est France 5 et Arte. Et sur France 5, il y a une série qui est très bien en ce moment, qui est créée par National Geographic, c'est la série Super Science. Donc je vous ai mis quelques dates, hein. La prochaine, c'est vendredi prochain. L'origine de l'eau sur Terre, c'est très bien fait, il vous explique, est-ce que c'est les comètes, est-ce que c'est les volcans, est-ce que c'est les astéroïdes? Je ne vous donne pas la solution, vous verrez. Il vous explique ça, c'est très très bien. Je vous signale qu'évidemment le prochain week-end... Pardon, il y a... Non, on parle de l'eau sur Terre. Ah, d'accord. Le prochain week-end, c'est la journée du patrimoine.
Bon, c'est sur toute la France, mais il y a un programme intéressant à l'Observatoire de Paris. Donc vous cliquerez là-dessus et puis vous verrez bien. Donc la commission de Cosmo pour les gens de la SAF, c'est le 22 septembre. On va faire un truc un peu traps hein, sur la gravitation quantique et la cosmologie. Là, il faudra apporter son tube d'aspirine, hein, mais je pense qu'on survivra. La prochaine conférence de l'IAP, c'est le mardi 2 octobre, et c'est notre sympathique ami François Forget, qui est de l'Institut Pierre-Simon de la Place, il est planétologue, et il va nous parler d'un sujet sur les planètes, les exoplanètes, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une planète soit propice à la vie. Alors, la page suivante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, au bureau au bureau des longitudes, il y a un sujet sur les géantes rouges. Alors attention, pour ceux qui ont l'habitude du bureau des longitudes, l'adresse a encore changé. C'est rue d'Ulm maintenant, hein, 45 rue d'Ulm. Hein, c'est très sympathique pour se garer dans ce coin-là. Et donc, vous voyez, là, on arrive en octobre, tout ça, je vous en reparlerai. N'oubliez pas les rencontres de ciel et espace, 1er, 2 et 3 novembre. Et pour une fois, eh ben, la SAF participe aux rencontres ciel et espace. Alors, j'espère que vous serez nombreux à visiter notre stand. Je vous rappelle le programme que vous pouvez trouver à la sortie, le début du programme. Donc, la prochaine fois, c'est Roger-Maurice Bonnet qui va nous parler du Soleil. Ensuite, 14 novembre, Jean-Pierre Bibring, le grand spécialiste de Mars, qui va nous parler des missions martiennes. Le 12 décembre, Isabelle Grenier nous parle de l'univers gamma, sursaut gamma. Le 9 janvier, Jean-Pierre Le Breton, qui va faire le point des missions Cassini-Huygens. Et les prochains intervenants, vous voyez, ils sont... voilà, oui. Voilà, bon, ça vous le savez, vous savez où vous pouvez trouver les comptes rendus des conférences. La suivante. Alors, je vous signale que maintenant, les conférences sont disponibles en vidéo. Vous voyez notre cher ami là, qui filme toutes les conférences. Donc, dans le compte rendu de la conférence, vous avez l'adresse où vous pouvez trouver la vidéo de la conférence. Alors, ce soir, on accueille Madame Christiane Villain, qui est physicienne, c'est ça? J'ai écrit astronome, mais physicienne au LUT, à Meudon. Le LUT, ça n'a rien à voir avec les luttes ouvrières, hein, vous savez, laboratoire, univers, et théorie. Laboratoire, univers et théorie. Voilà. Et elle nous parle des aventures de la mesure des distances au XVIIe siècle. Et vous vous souvenez tous qu'elle avait publié un article correspondant dans l'astronomie du mois de décembre 2011. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Près du Je pense que comme ça ira. Ouais, je m'entends. Effectivement, mais il faut que je me débarrasse. Si vous n'entendez pas bien dans le fond, vous vous manifestez. Merci. Vous l'avez, moi j'en ai. Là, on ne vous entend pas. Non, mais je ne dis rien, donc c'est assez normal en fait. C'est un peu normal. Il est sûr, lui. Alors bonjour, excusez-moi, je devais récupérer mon diaporama. Et voilà, c'est fait. Donc je vous remercie d'être venu d'abord pour m'écouter. C'est la première fois que je prends la parole dans cette honorable assemblée. Voilà, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'astronomie, je suis historienne des sciences depuis une vingtaine d'années, mais je suis plutôt spécialiste de la physique, enfin de l'histoire de la physique, de ses principes au XVIIe siècle. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette histoire de mesure des distances dans les systèmes solaires?
c'est un petit peu enfin, pas tout à fait par hasard quand même, puisque j'avais beaucoup travaillé sur l'œuvre de Christian Huygens, qui est quand même astronome, tout autant qu'opticien et mécanicien. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte, par hasard, en consultant l'ouvrage d'un certain Otto von Guericke, que les distances dans le système solaire, la taille du système solaire, dans son ensemble, était complètement sous-estimée d'un facteur 20, encore en 1672. Or, je savais très bien que lorsque Olaf Romer mesure la vitesse de la lumière, seulement 3 ans après, 4 ans après, disons, première mesure en 1676, il a les bonnes dimensions du système solaire. Sinon, il aurait trouvé une vitesse 20 fois plus petite. Et dans l'œuvre de Christian Huygens, on se rend compte qu'il rend compte de la mesure de la vitesse de la lumière par Olaf Romer, on voit qu'il a le bon ordre de grandeur. Donc je me suis intéressée à cette question, et bon, j'ai trouvé rapidement, parce que c'est pas un mystère, que la première détermination de la taille du système solaire, c'est-à-dire lui rendre un facteur 20, 18 ou 20, datait d'un travail conjoint de Jean Richer et Jean-Dominique Cassini, le premier, qui avait été appelé à l'Académie des sciences par Colbert, comme beaucoup, en 1666, et que, en fait, la dimension du système solaire avait été établie, cette fois définitivement, à 10% près, après une expédition de Jean Richer à Cayenne. Et le travail de Jean-Dominique Cassini sur cette expédition. On va en reparler précisément. Voilà, bon, ça, cette première image, c'est simplement le frontispice du texte écrit par Jean Richer quand il a été publié dans les mémoires de l'Académie des sciences en 1729, je crois, c'est-à-dire assez tard, puisque les mémoires de l'Académie des sciences ne démarquent que tardivement par rapport à la création de l'Académie. La création de l'Académie a lieu en 1666. Comme vous le savez sans doute, enfin, plus ou moins. Voilà. Alors ça m'a intéressé parce que c'est étonnant. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on ne connaissait pas du tout les dimensions du système solaire. Depuis Copernic, et sans doute depuis Copernic seulement, on avait les bonnes proportions des distances, parce que Copernic, on avait eu besoin pour faire son changement de repère du système ptoléméen au système copernicien. Je ne peux pas le prouver, mais c'est très probablement, enfin c'est raisonnable, il est raisonnable de penser ça. En tout cas, on avait les bonnes proportions. Donc en fait, il suffit de rétablir, de mesurer une distance dans le système solaire, de la mesurer vraiment, pour recalibrer toutes les distances dans ce système. C'est assez simple. Et la distance qu'on va mesurer, c'est la distance que Cassini va mesurer à partir des mesures. Vous m'entendez, ça va, comme position du micro? Un peu plus près. La distance qui va servir de base pour recalibrer tout le système solaire, ça va être la distance entre la Terre et Mars, lorsque Mars est en opposition, c'est-à-dire dans les positions les plus favorables, à moins de 0,4 unités astronomiques. Donc beaucoup plus proche de la Terre que le Soleil. Voilà, donc ça m'a intéressé, ça m'a intrigué, et je suis allée chercher les textes. Et donc j'ai eu le plaisir de trouver dans un livre qui s'appelle Les éléments d'astronomie, publié en 1693, je crois, le récit de Jean Richer de son expédition avec des résultats, tout son carnet d'observation, et aussi un texte de Cassini. Et puis plus tard, dans l'un des volumes de la première édition des mémoires de l'Académie des sciences, en 1729, le même texte de Jean Richer, avec cette vignette que j'ai fait photographier à l'Observatoire de Paris pour avoir une bonne qualité, et également un autre texte de Cassini qui parle de ce travail qu'il a fait à partir des données de Jean Richer pour établir la parallaxe de Mars. Je prononce le mot de parallaxe maintenant, je vais la définir un peu plus tard. Et à partir de là,
il en déduit la parallaxe du Soleil, qu'il n'était pas question de mesurer directement, parce que le Soleil est un peu plus loin, parce qu'il est trop brillant, parce que c'est difficile, etc. Alors que, bon, si le mot de parallaxe est un peu gênant, de toute façon, il sera défini après. Je dois dire que ce qui m'a passionné, c'était de pouvoir avoir accès à ces textes et de voir de près comment, ça va mieux comme ça, comment ces gens avaient travaillé, de voir aussi comment, à partir du moment où l'Académie des sciences est fondée, on a une répartition du travail qui est nouvelle. Jean Richet on lui donne un cahier des charges qu'il va exécuter. Il va revenir avec son cahier d'observation que Jean-Dominique Cassini va traiter, va interpréter. Et d'autre part, il y avait ce fait que tout le système solaire était considéré comme beaucoup plus petit jusqu'en 1672. Voilà, donc... Avant de continuer, je voulais dire également que l'expédition de Jean Richet, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, elle est moins célèbre que les expéditions suivantes de Maupertuis, la Condamine, etc., destinées à mesurer la Terre, mesurer la longueur du méridien, et que les expéditions suivantes dont je parlerai à la fin. Mais malgré tout, elle est quand même connue en histoire de la physique, non pas pour la mesure de la parallaxe de Mars, mais à cause d'une autre mesure qui est celle de la longueur du pendule battant la seconde près de l'équateur, puisque Cayenne est près de l'équateur. Et alors ça, c'est effectivement un sujet beaucoup plus connu, parce que Newton en parle dans ses Principia de 1687, et que ça, c'est censé pouvoir discriminer entre la théorie de la gravitation proposée par Descartes, qui va persister pendant tout le XVIIIe siècle, et celle de Newton, de l'attraction en 1 sur R2, de l'attraction gravitationnelle en 1 sur R2, qui sera proposée dans son œuvre majeure, les Principia, en 1687, mais qui ne sont pas encore publiés à ce moment-là. Alors, bien que ce soit un sujet important du cahier des charges de Jean Richet, Cassini ne va rien en faire et même pas en parler dans les textes que j'ai lus, en tout cas. Pourquoi ? Probablement parce que... Alors, est-ce qu'il est cartésien lui-même ? Je ne sais plus. Jacques Cassini est cartésien, mais Jean-Dominique Ier l'est peut-être. En tout cas, ce n'est pas son sujet. Et probablement, il était important de mesurer ça et de parler de l'aplatissement de la Terre à ce moment-là, parce qu'il y avait eu un débat important à l'Académie des sciences en 1669 sur justement ces théories de la gravitation, soit la théorie cartésienne des tourbillons, soit l'attraction proportionnelle à l'inverse carré de la distance. Mais on n'a pas encore du tout la mécanique newtonienne, qui n'est pas parue, qui n'est pas au point. Donc, ce sont des discussions qualitatives, et on a vaguement dans l'idée que dans le système cartésien, la Terre devrait être oblongue, alors que dans le système d'attraction en 1 sur R2, elle pourrait être aplatie, mais ça reste purement qualitatif à cette époque, et donc Cassini ne s'occupe pas de ce problème. Voilà. Donc, je vais vous parler simplement, en un plan très simple, des méthodes de mesure de la distance Terre-Soleil avant 1672, puis de l'expédition à Cayenne de Jean Richet, cette année-là, ensuite du travail de Jean-Dominique Cassini, premier, sur les observations de Jean Richet, et du travail qu'il fait lui-même pour déterminer la parallaxe de Mars, en 1672,
et puis de la suite des déterminations de distance par le transfert de Vénus, que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, et peut-être même mieux que moi. Voilà. Alors, mesures dans le système solaire. Alors, on connaît très tôt l'ordre de grandeur du rayon de la Terre. Par la méthode d'Ératosthène, dont vous avez tous entendu parler. Excusez-moi pour le micro, mais il faut me rappeler à l'ordre régulièrement. Et puis, cette mesure du rayon de la Terre, sur laquelle je vais revenir, hein, je vais rappeler brièvement le principe, mais je pense que c'est tout à fait connu. Mais il faut savoir aussi que le rayon de la Terre, enfin la mesure de la Terre, est quelque chose qui est travaillé constamment au cours de l'histoire, par mesure de longueur de degrés méridien par les Arabes, sans doute en visant une étoile de 2 points de la Terre, et par un calcul trigonométrique, enfin de trigonométrie sphérique simple, déterminer l'angle, à partir de l'angle, des différences d'angle de visée, déterminer un rayon. Ensuite, deuxièmement, on évalue également assez tôt la distance Terre-Lune en fonction du rayon de la Terre, grâce à la durée des éclipses de Soleil par la Lune, méthode d'Aristarque de Samos, qui trouve 70 rayons terrestres pour cette distance, améliorée ensuite par Ératosthène et Hipparque à Alexandrie. Alors Hipparque n'est pas à Alexandrie, c'est Ératosthène qui est à Alexandrie. Hipparque est en Asie mineure, comme Aristarque et